On dit souvent que pour trouver la paix, il faut s'arrêter, méditer et se recentrer. Mais tu sais ce qui s'use plus vite qu'un avion qui vole, qu'un bateau qui stagne ou qu'un corps qui ne bouge plus? Un avion qui reste au sol et qui s'abîme, un bateau amarré et qui rouille, ou un corps inactif qui dépérit. Et c'est pareil pour tout. Pour toi, pour moi, pour nos vies. L'immobilité nous rassure, mais à la longue, elle nous enferme. Ces quatre murs, qu'ils soient ton salon, ton bureau ou ta tête, finissent par t'enfermer comme dans une prison. Et si au contraire, la paix se trouvait dans le mouvement? Dans ces instants où on change de lieu, de rythme ou de perspective. J'y ai pensé récemment en étant à Marseille, là où il règne un joyeux chaos débordant de vie. Là-bas, j'ai ressenti énormément d'apaisement et d'humanité. Et la conclusion que j'en ai faite, c'est que justement, cette humanité était possible parce qu'on laissait la vie être vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas cadré, tout n'est pas carré. C'est le bordel. Il y a des graffitis, il y a des rues sales, il y a des rues plus sympathiques, il y a des quartiers plus beaux que d'autres. Et c'est justement ça qui fait le charme. C'est de laisser le mouvement être ce qu'il est, de laisser les gens être ce qu'ils sont, sans vouloir cadrer les choses, sans vouloir que tout soit homogène. Et c'est en laissant être ce qui est que la vie émerge, que les gens se permettent de pouvoir rester gentils, parce qu'ils sont pas brimés, et que ça permet de cette manière de se sentir bien. Et avant de passer à l'intro et à la suite de l'épisode, je vais vous lire une phrase d'un poète et philosophe irlandais sur laquelle je suis tombée et qui m'a fait penser au sujet du jour. Ce qu'il dit, c'est « Le désir exige seulement une attention constante au champ gravitationnel inconnu qui nous entoure, et à partir duquel nous pouvons nous recharger à chaque instant, comme si nous respirions de l'atmosphère de possibilités elle-même. L'œuvre d'une vie n'est pas une série de jalons sur lesquels nous posons calmement nos pieds, mais plutôt comme une traversée de l'océan où il n'y a pas de chemin, seulement un cap, une direction qui, en soi, est en conversation avec les éléments. C'est l'idée finalement que tous nos mouvements n'ont pas forcément besoin d'avoir un but en soi, mais que l'ensemble de nos petits mouvements permettent sur la longueur de dessiner une trajectoire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce lien subtil entre mouvement et apaisement. Parce que le mouvement, c'est pas forcément voyager loin, mais simplement bouger, changer de cadre et pouvoir enfin trouver sa paix intérieure. Donc ceci dit, bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, je parlais de repartir de zéro sans repartir de zéro, parce que souvent, quand tu te dis que tout doit recommencer et que tout est nouveau, tu ressens peut-être une grosse boule au ventre à cette idée et ça te paralyse. Mais comme tu n'es pas seul, et moi non plus, j'avais envie de profiter de ce moment pour interroger notre rapport au mouvement. Pourquoi bouger fait parfois peur, mais pourquoi il est autant vital de rester en mouvement. Dans un premier temps, je vais essayer d'expliquer l'origine de cette idée reçue, comme quoi pour trouver la paix, il faudrait tout arrêter et rester immobile. Cette idée de paix, calme et immobile se confronte souvent à un mouvement qui serait lui trop présent, frénétique et démesuré. Toutes ces fois où tu pars dans tous les sens, ces moments où on se mêle au brouhaha, qu'on accepte toutes les propositions, qu'on dit oui à tout le monde, et que finalement, on est bien en mouvement, mais complètement dans tous les sens, qui s'aligne pas avec nous-mêmes, et surtout qui vient pas de nous. Dans ces moments-là, on sature, c'est trop de tout. Trop de gens, trop de mouvements, trop d'activités, trop de stimulation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Alors d'un coup, l'idée de tout couper fait du bien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant la période de Covid. Tout le monde a arrêté de tout faire. Mais justement, ça a été horrible pour ceux qui pouvaient rien faire. Car tout le monde ne s'est pas retrouvé dans le même cadre. Certains étaient dans des petits appartements, d'autres dans des grandes maisons avec jardin, certains tout seuls, d'autres très bien entourés. Donc cette obligation à rester immobile chez soi n'a pas été la même pour tout le monde. Mais on a déjà pu ressentir un petit peu cette idée de malaise qu'on a quand on reste coincé au même endroit pendant un certain temps, entre les mêmes murs, avec les mêmes personnes, ce qui crée des clashs, à être contraint par notre milieu et à faire potentiellement la même chose. Pour beaucoup, ça nous a permis de nous retrouver, de réfléchir sur soi, de développer ses compétences, de développer ses goûts, de penser à soi, d'apprendre à se connaître. Mais finalement, ça a atteint un tel stade que ça nous a étouffés. Et d'ailleurs, je trouve qu'on en voit encore les séquelles presque 5 ans après. Parfois, moi-même, je me retrouve à avoir peur de faire des choses, à avoir peur d'aller dans certains endroits, parce que j'ai perdu l'habitude d'être entourée de plein de gens, parce que j'ai perdu l'habitude d'être stimulée tout le temps. Je trouve que ça a laissé des petits trucs comme ça. Parce que ça a été tellement long et tellement traumatisant que ça a laissé des traumas. Car oui, rester figé trop longtemps au même endroit, ça étouffe, ça paralyse, ça crée des peurs, ça déshabitue de plein de bonnes choses. Le corps, mais aussi l'esprit, c'est comme une machine. Quand ça reste immobile, ça dépérit. Et c'est là que se déplacer, voyager, ou simplement changer d'habitude crée de l'espace en nous. Ça casse nos routines étouffantes et donne du souffle à notre morale. Problème, bouger pour bouger, c'est pas une solution non plus. On peut croire que partir ou bouger, c'est éviter les problèmes. Et d'ailleurs, c'est souvent vrai. Des fois, tu te sens mal dans un endroit et tu te dis, faut que je voyage à l'autre bout du monde. J'ai envie d'aller à tel endroit. Ou je sais que quand je réfléchissais beaucoup, maintenant je cours. Avant, je détestais courir. Et ce qui m'a fait commencer à courir, c'était les angoisses dans ma tête ou les fois où je réfléchissais trop et que mon mental m'écrasait et que finalement, je bougeais pour fuir
ses pensées. Donc il y a toujours un petit côté fuite. Mais en réalité, le fait de bouger, c'est surtout se donner la distance nécessaire pour mieux regarder ses problèmes, pour mieux regarder ses pensées, pour mieux se regarder soi-même. Un peu comme un miroir. La mobilité, c'est pas une fuite, même si ça prend parfois la forme d'une fuite, mais c'est souvent le meilleur moyen de se mettre face à des choses qu'on essaye de fuir. Un peu comme dans les films d'horreur, quand le personnage principal s'enfuit, regarde derrière lui, et que ce qui était derrière lui apparaît soudain devant lui, d'un coup, et qu'il est obligé de s'y confronter et arrêter de courir. Je sais pas si cette analogie aide, mais c'est celle qui me vient. Et je sais que c'est difficile à croire, parce que très souvent, dans certaines situations, on confond le mouvement avec une fuite. Si tu pars, c'est que tu fuis. En vrai, c'est un peu vrai, c'est une fuite. Mais si au lieu de la voir comme une fuite, on la voyait plutôt comme une évasion d'un endroit où on est enfermé et où on n'a pas envie de rester. D'un endroit où c'est pas confortable, d'un endroit où on respire mal, d'un endroit où on se sent pas à sa place, d'un endroit où juste on a envie de prendre l'air, peut-être qu'on y est bien parfois, mais quand on y reste tout le temps, on se sent pas bien. Et peut-être que parfois, voire dans beaucoup de cas, ne pas bouger, c'est ça la vraie fuite. Rester paralysé, ne pas agir comme on le souhaite, ne pas tenter ce qu'on a envie de tenter, rester dans un quotidien routinier, faire les mêmes choses, aller au même endroit, suivre un parcours linéaire, sans se poser de questions, sans s'être même jamais posé de questions, c'est peut-être être dans le déni. Et le déni, c'est une fuite, parce que c'est une manière de ne pas se confronter à soi, à ses désirs, à ses besoins, à ses évolutions, à ses changements, parce que ce dont j'ai besoin aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose demain. Et en m'arrêtant pas et en avançant sans me poser de questions, je pourrais pas faire ce réglage. Alors que si je reste tout le temps en mouvement, si je reste tout le temps alerte, si je note ce qui se passe, si je fais des nouvelles choses, si j'échange avec les autres, je pourrais faire cette mise à jour en fait finalement. En plus de ça, le problème c'est que l'immobilité nourrit nos peurs. Moins on bouge, plus on a peur de bouger. Moins on se confronte à l'inconnu, plus on a peur de l'inconnu. Plus on est paralysé par le présent, plus on a peur de l'avenir. Et c'est un cercle vicieux. Pour donner un exemple qui me rend très triste en gardant le mouvement vraiment en tant que tel, il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur très récemment, et qui illustre un peu ça, c'est un peu personnel, mais peut-être que vous retrouverez des personnes que vous aimez et qui sont dans le même cas que ce dont je vais parler. J'ai une tante qui commence à vieillir, bien sûr, qui a toujours été très active. Elle marchait beaucoup, elle habite au Maroc, et elle marchait mais des kilomètres pour aller au travail, pour aller faire les courses, parce que je crois qu'à l'époque elle avait pas de voiture ou que c'était voulu ou je sais plus, enfin bref. En tout cas, elle a toujours été en mouvement. Et depuis qu'elle est à la retraite, elle a arrêté de bouger. Elle fait plus de sport, elle ne marche plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'elle était capable de marcher des kilomètres, faire un petit tour dans le quartier ou sortir pour aller chercher quelque chose, elle le refuse en fait, parce que ça lui fait peur, parce qu'elle est déjà tombée, c'est factuel. Mais le truc, c'est que elle a arrêté tellement net d'être en mouvement que son corps a pas supporté le choc, ce qui fait que quand elle remarche, ou quand elle essaye de se mettre un tout petit peu en mouvement sans faire quelque chose d'incroyable, elle a trop mal et elle appréhende justement ces fois où elle est tombée. Et même en disant ça, j'ai d'autres cas de personnes à qui il est arrivé un choc, ou même si toi, par exemple, une fois t'es déjà tombé de quelque chose, ou que t'as déjà eu un accident, ou une blessure un peu bête, peut-être que tu sais que si tu restes immobilisé, ta blessure elle s'aggrave, si tu la mets pas en mouvement, si tu fais pas de rééducation, si parce qu'un mouvement t'a blessé, tu arrêtes les mouvements, ça va juste empirer. Et donc c'est exactement la même chose. Et puis au-delà que ton corps empire, il y a aussi l'appréhension mentale. Parce que plus t'arrêtes de faire quelque chose et plus t'en fais un problème d'état, on va dire ça comme ça, plus le jour où tu vas t'y remettre, c'est difficile. La montagne à gravir, elle est beaucoup plus haute parce que, j'allais le dire, c'est comme si tu t'arrêtes en chemin, mais même pas, parce que si tu t'arrêtes en chemin, tu restes au même endroit. Mais quand tu t'arrêtes dans une évolution, c'est comme si le chemin continuait d'avancer sans toi. Toi, tu restes au même endroit, mais le chemin évolue, bouge. Donc tu n'es plus au même stade du chemin parce que le chemin, c'est comme si c'était rallongé. Ouais, je dirais ça comme ça. C'est comme si le chemin se rallonge, toi tu restes au même endroit. Et comme le chemin se rallonge, toi t'es encore plus loin et t'as perdu la mécanique en plus du mouvement. Donc te remettre dans ce mouvement-là, dans cette envie-là, dans ton rêve, parce que j'ai affilié ça au mouvement physique, mais ça marche pour plein de choses, ça devient beaucoup trop difficile. Et comme c'est plus difficile, que ton corps a perdu l'habitude, que ton mental a perdu l'habitude, il y a un côté de toi qui a envie d'abandonner parce que tu te dis à chaque fois c'est trop dur. Ah non, c'est trop dur, là j'arrive pas. Ah vas-y, j'ai pris trop de retard. Bon vas-y, laisse tomber. Et c'est ça le piège. C'est le piège parce que tu perds ton ancrage. Et c'est assez paradoxal parce que en t'arrêtant au lieu de t'ancrer, c'est comme si tu
perdais, je sais pas, ta route. C'est comme si t'étais éjecté du game. C'est vraiment paradoxal en fait, c'est que, et je l'ai déjà fait sur certaines choses, donc je sais de quoi je parle, c'est que tu t'arrêtes en pensant que tu pourras reprendre quand tu veux, mais cet arrêt, s'il est trop long, il peut presque être fatal en fait. Et c'est en ça que l'ancrage, l'arrêt du mouvement, cette méditation imaginaire figée, est parfois dramatique. Ok, mais on va pas rester sur un point négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de composer cette paix, ce calme, ce retour aux sources dont on a tous besoin quand on est trop en mouvement, quand on perd trop la direction, qu'on va dans tous les sens, qu'on avance machinalement. C'est le mouvement machinal en fait qui est mauvais. Mais le mouvement est nécessaire. Le mouvement est nécessaire pour pas rouiller, pour pas grincer, pour pas devenir peureux, pour plein de choses. Il est nécessaire. Et justement pour rester en mouvement tout en restant en paix, c'est de se dire qu'au lieu d'aller chercher la paix intérieure, il faut démarrer de cette paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est le point de départ. Et absolument pas l'arrivée. L'idée, c'est pas de trouver l'endroit parfait, celui qui nous apaise, qui nous fait du bien, celui qui est confortable, celui qui est mieux qu'ici, genre. Mais plutôt la façon dont on habite le mouvement, la façon dont on va habiter n'importe quel endroit, en fait, qui soit mieux, et la façon dont on va le ressentir, qui est d'une certaine manière. Et là, la mobilité devient un outil de réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec ses envies, avec ses rêves, avec ses aspirations, avec la réalisation de soi. Et donc c'est pas un but à atteindre, il faut pas bouger de telle ou telle manière, il faut pas bouger à tel ou tel endroit. Penser que la stratégie est le goal ultime ou ce qui va nous épanouir, mais plutôt suivre son instinct et trouver sa mécanique. Donc on n'a pas besoin de tout plaquer, recommencer à zéro sans recommencer à zéro, comme je disais la semaine dernière, ou de partir à l'autre bout du monde, c'est jamais la solution. Parce que c'est un peu trop radical et que ce qui est radical, c'est pas bon. L'idée, c'est de rechercher un équilibre et le radical, ça te fait juste pencher sur le côté. Donc si tu perds le nord, si tu sais plus où aller, si t'as plus d'inspi sur ce que tu fais, si tu te sens plus habité par ce que tu fais, si t'as un besoin d'ailleurs mais que tu peux pas aller trop loin, tu peux déjà commencer par changer de trajet, par aller travailler dans un café, par planifier un week-end hors de la ville, ou encore plus simple, aller marcher sans but ou courir, ça fait du bien. C'est dans ce mouvement, je sais pas si ça t'arrive aussi, même quand je suis au téléphone, des fois je fais ça, j'ai besoin pour parler, même là d'ailleurs c'est difficile de trouver mes mots parce que je suis à l'arrêt, pas encore trouvé le meilleur moyen de le faire, mais du coup là je suis à l'arrêt donc je bute sur mes idées parce que le fait de me figer, fige mes idées, fige mon discours, fige ce que je veux dire, je le ressens là, je galère, beaucoup de cuts. En off, voilà. Mais bref, c'est dans le mouvement que je trouve mes idées, c'est quand je lâche prise que j'ai de l'inspiration, parce que quand tu vas chercher, mais de manière un peu brutale, en forçant quelque chose, souvent ça vient pas, c'est quand tu lâches prise, quand tu fais, c'est un peu connu, quand tu marches, quand tu peins, quand tu fais la vaisselle, des fois il y a des gens qui ont des illuminations en faisant la vaisselle, ou quand t'es sous la douche et que t'as des idées de fou, ou quand t'as une putain d'insomnie, et que là les idées, elles fusent dans ta tête les unes après les autres, t'empêchant de dormir jusqu'à 3-4 heures du matin, elle te réveille 3-4 heures du matin, elle t'empêche de dormir jusqu'à 5-6 heures. Bref, c'est le mouvement qui crée la paix. Et le mouvement, c'est surtout une manière de dire à soi et aux autres, vous inquiétez pas, je continue d'avancer. Alors nourris-toi de tes expériences vécues, sors, bouge, fais des choses qui te nourrissent, pas juste faire des choses pour faire des choses, ne fais pas des choses machinalement si ça t'anime plus. D'ailleurs, j'y pense parce que je l'ai tellement entendu que moi, ça m'avait... Enfin, c'est un peu normal, mais pourquoi cette question revient tout le temps? C'est l'idée de la question en revenant des grandes vacances, que peut-être que tu n'as pas pris, mais qu'on te dit « Ah, t'es parti où en vacances cet été ?» Partant du principe que tu es obligé de partir en vacances en été. C'est tout con, hein, mais à chaque fois je me fais la réflexion, les gens ne te demandent pas « Est-ce que tu es parti en vacances cet été ?» mais « Où est-ce que tu es parti en vacances ?» comme si c'était obligé d'aller quelque part, comme si à ces dates-là, quand on a des enfants, ça s'explique, mais quand on en a pas forcément. Comme si tu es obligé, en fait. Dis-moi où t'as été, j'ai pas besoin de savoir si tu as été ou pas. C'est évident que t'as été. C'est des trucs comme ça où je me dis, parfois, est-ce qu'on fait pas des choses parce qu'on a l'impression qu'on est obligé? Exemple, partir en août parce que personne n'est là en août, donc on se dit, bah, je vais me retrouver tout seul et c'est tout con. Et t'as pas forcément envie de partir en août, mais tu le fais quand même. Bon, c'est un exemple un peu léger, enfin, c'est pas quelque chose de grave. C'est juste quelque chose qui illustre, en fait, ce côté machinal de faire des choses parce que tout le monde les fait. Tout le monde part en été à telle date, donc forcément bah toi t'es parti en été à telle date, et donc t'es parti où? Ou les phrases quand t'es au collège-lycée, on les fait un peu moins en étant adulte, de bah tout le monde sait ça, tout le monde fait ça, comme tout le monde. C'est comme tout le monde, vous savez, je me lève chaque matin comme tout le monde à 4 heures. Je prends mon petit déjeuner comme tout le monde, un verre de sang tiède avec des tartines de rat. Comme tout le monde, j'accompagne mon fils à l'école en calèche. Comme tout le monde, je rentre chez moi, un manoir du 17e, et je prends un bain à la Violette et au camphre, en écoutant Wagner, comme tout le monde.
non, en fait, on a le droit de faire nos choix, on a le droit de pas avoir le même parcours, on a le droit de... Bref, c'est juste une parenthèse. Mais ça me fait penser à ça. Et je vais m'arrêter en te disant de te nourrir de tes expériences, peu importe la manière dont elles sont. Si elles sont différentes, mais que t'es bien avec, bah c'est parfait. Ne reste pas figé à ton univers connu. Si t'as envie de rencontrer de nouvelles personnes, pars à la rencontre de nouvelles personnes ou mets-toi dans des contextes où tu peux rencontrer des nouvelles personnes. Si t'as besoin de personnes qui soient plus alignées avec une nouvelle idée de toi ou une nouvelle chose qui t'intéresse, ça veut pas dire rejeter ce que tu as déjà ou les gens que tu aimes déjà, mais peut-être que ça va t'aider à développer des choses que tu as en toi mais qui sont trop difficiles à développer tout seul. Enfin, de toute façon, on est personne tout seul. Prends du temps pour toi et reste en mouvement surtout, afin de garder cette source qui t'anime, qui te fait du bien, pour affronter la rentrée, la vie, le quotidien, tes voies intérieures, avec plus de sérénité. Donc pour conclure cet épisode, parce que j'ai beaucoup parlé, je dirais que la paix intérieure qu'on recherche n'est pas dans l'immobilité parfaite, mais dans un doux mélange entre mouvement, qui n'a pas forcément besoin d'être rapide d'ailleurs, et qui est souvent, quand on prend le temps, je m'en suis rendu compte cet été en l'occurrence, souvent on gagne du temps en prenant le temps, parce qu'on prend le temps de voir les choses, de comprendre les choses, plutôt que de les passer et de devoir revenir en arrière en se disant « Ah mais ça me dit quelque chose, mais je sais » et perdre du temps à retrouver à quel moment c'était, où c'était, comment c'était, qu'est-ce que c'était exactement, je me souviens plus. Alors que si dès le début on prend le temps, on assimile ce qu'on a envie d'assimiler et on peut retenir, prendre des notes sur ce qui nous intéresse, ce qui va nous interpeller. Dis-toi que cet équilibre qu'il faut rechercher, c'est une danse entre l'ancrage et le mouvement, que comme un avion ne peut pas rester au sol indéfiniment, d'ailleurs il paye pour le stationnement, mais en plus il s'abîme quand il reste trop longtemps, toi non plus tu n'es pas fait pour rester figé dans ta vie, ça t'abîme. Alors je te laisse avec une question. Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui aurait besoin de bouger ou d'être bougé pour t'apaiser aujourd'hui? Si tu veux prolonger la réflexion, viens en parler avec moi sur Instagram, partage-moi ton avis en commentaire où je répondrai. Et j'espère que cet épisode t'a plu et inspiré. N'hésite pas à t'abonner, faut que je prenne l'habitude de le dire en début d'épisode d'ailleurs, mais je suis pas encore familière de YouTube, ça va venir avec le temps. Moi, je te dis à la semaine prochaine en espérant que tu trouves ta paix intérieure dans le mouvement. Merci encore d'écouter Escale et bye!